Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve ici depuis le siège du Conservateur pour cette conférence liée à une thématique qui domine tous les commentaires, qu'ils soient boursiers, qu'ils soient économiques, qu'ils soient patrimoniaux, c'est bien évidemment l'inflation. Alors, trois spécialistes autour de la table pour en parler aujourd'hui. Véronique Riche-Flores pour Riche-Flores Research, Ségolène Roch pour l'ingénierie patrimoniale du Conservateur et Thibaut Cosnet pour l'offre d'épargne et patrimoniale du groupe Le Conservateur. Bonjour tout le monde et merci d'avoir répondu à l'invitation aujourd'hui. On a une heure grosso modo ensemble sur ces thématiques-là. Mais on va commencer bien évidemment, Thibaut, par un petit rappel sur le Conservateur, sur la façon dont vous voyez aussi toutes ces thématiques de prix occuper le devant de la scène. Bonjour Cédric, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors effectivement, le Conservateur, c'est un gestionnaire d'épargne de moyen long terme. Et donc les problématiques d'inflation, comme vous l'évoquiez, sont extrêmement centrales pour être capable de préserver son pouvoir d'achat, de développer un patrimoine net d'inflation. Pour ce faire, le Conservateur, vous nous connaissez, mesdames, messieurs, pour bon nombre d'entre vous, c'est un groupe mutualiste d'assurance créé en 1844 par deux frères, les frères Riffaut. Depuis 178 ans, nous sommes des spécialistes en gestion d'épargne de moyen long terme avec 5 entreprises au service du patrimoine de nos clients. La Tontine, l'association mutuelle Le Conservateur, sa société originelle créée en 1844, qui est évidemment un support d'épargne extrêmement adapté pour valoriser son épargne sur le moyen long terme, justement en préservant son pouvoir d'achat. Au XXe siècle, nous avons créé différentes structures, dont une compagnie d'assurance vie qui propose certes du fonds en euros, de l'assurance vie, de l'épargne retraite, du contrat de capitalisation, mais aussi des contrats de prévoyance, très important à anticiper le plus tôt possible ce sujet d'éventuels aléas de la vie et donc d'utiliser la prévoyance. En complément, deux sociétés financières, une qui propose du compte-titre, du PEA, une société de gestion. Et enfin, Conservateur Patrimoine qui vient chercher chez des fournisseurs de solutions d'épargne et de services des solutions externes aux conservateurs pour être capable que les produits s'adaptent le mieux possible à vos besoins, à vos problématiques et également pour pouvoir vous proposer des solutions immobilières. Dans les environnements actuels dont, Cédric, vous le savez, vous en parlez régulièrement sur votre plateau, on se remet malheureusement, j'aurais tendance à dire, à parler de temps en temps de problématiques, de quelques acteurs de la banque, pour l'instant limités à la banque. Il y en a certains qui tremblent. Avec effectivement le feuilleton autour de Crédit Suisse, pour le nommer. Le Conservateur, en tant que mutuelle, n'a pas d'actionnaire à rémunérer et donc peuvent se targuer d'avoir des fonds propres importants, des marges de solvabilité tout à fait significatives pour assurer la solidité et la pérennité de l'épargne de nos clients. C'est ce qui est illustré ici, avec 192% de marge de solvabilité pour la compagnie d'assurance vie, plus de 440% pour la compagnie tontinière, donc des fonds propres largement suffisants pour être capable de supporter les aléas compliqués que nous pouvons connaître en ce moment. Voilà donc le cadre posé. Après, il y a cette question de l'inflation qui nous préoccupe aujourd'hui. Comment est-ce qu'on l'aborde au Conservateur? Quelle est votre vision finalement de cette question de prix? Alors, elle est assez fondamentale parce qu'il faut quand même bien poser le débat. On parle beaucoup aujourd'hui de l'inflation, effectivement. Il suffit d'ouvrir la radio, de regarder la télé, les journaux pour parler de l'inflation. Mais on parle plutôt de l'inflation, l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat, sur les salaires. On ne parle pas trop de l'érosion que l'inflation peut avoir au long cours sur les solutions d'épargne. Et pourtant, c'est extrêmement fondamental. Parce que, je vais enfoncer une porte ouverte, une opération d'épargne n'est qu'une alternative à une consommation immédiate. Avec de l'argent qu'on a sur son compte, soit on consomme immédiatement, soit on épargne pour couvrir des aléas futurs, les problématiques liées à l'allongement de la durée de la vie, problématiques de retraite, ou alors pour transmettre du patrimoine. Et si on épargne, il faut que cette opération d'épargne nous permette de pouvoir consommer au moins la même chose dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, que ce qu'on peut consommer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut raisonner, non pas en rémunération absolue de son épargne, mais ce qu'on appelle en taux réel. Et quand on regarde la structure de patrimoine des ménages français, beaucoup de la structure d'épargne prudente des ménages français, qui est illustrée ici par le livret A d'un côté ou le fonds en euros de l'assurance vie, le sacro-saint fonds en euros de l'assurance vie, sont rémunérés en territoire de taux réel négatif, c'est-à-dire que la rémunération de cette épargne prudente ne compense pas
la hausse des prix. Et pourtant, ça représente une partie très significative des ménages. Et en faisant un calcul extrêmement basique, peut-être certains d'entre vous, mesdames, messieurs, vous vous reconnaîtrez dans cet exemple. J'ai fait un calcul, monsieur, madame, 2 enfants avec des livrets A à saturation, donc 22 950 € x 4. Quelques liquidités qui traînent sur les comptes courants. Chacun un compte courant plus un compte joint. Ça peut faire, là, dans l'exemple, 15 000 € de liquidité un peu en permanence. Et un contrat d'assurance vie avec du fonds en euros. Sur ces chiffres-là, ce couple va perdre quasiment 8 000 € de pouvoir d'achat cette année sur cette épargne prudente. Je ne tiens même pas compte de l'évolution. On aura plus d'argent, mais on pourra acheter moins de choses. C'est ça. En fait, c'est une bonne définition de l'inflation. C'est quand on est riche, mais qu'on ne peut pas plus payer ce qu'on avait quand on était pauvre. Et donc là, cette perte de pouvoir d'achat sur ce couple, 8 000 €, c'est-à-dire grosso modo 2 mois de salaire de monsieur et madame, c'est quand même très conséquent. Et vu le contexte, puisque l'inflation aujourd'hui en France est à 5,6%, en tout cas à fin septembre, ce qui est anormal parce que dans le reste de l'Europe, on a une inflation à plus de 10%, anormalement bas, j'entends, et pourtant c'est une inflation qu'on n'a pas connue depuis les années 80. C'est vraiment le cœur du réacteur des problématiques patrimoniales qu'il faut se poser aujourd'hui. L'environnement économique est en train de changer radicalement. Les taux montent, l'inflation flambe, potentiellement de manière assez durable. Et donc, il est vraiment temps, en cette fin d'année 2022, de se poser un certain nombre de questions sur les équilibres patrimoniaux. Est-ce que le poids des liquidités et de l'épargne prudente n'est pas trop importante? Est-ce qu'il ne faut pas changer de stratégie? Est-ce qu'il ne faut pas revoir, y compris la place de l'immobilier? Enfin, c'est pour ça que cette visioconférence va probablement poser beaucoup de questions auxquelles les conseillers du conservateur pourront apporter les réponses adaptées à vous, mesdames, messieurs, toujours dans une approche de sur-mesure et en ne se focalisant pas uniquement sur la lecture à court terme des marchés financiers. Voilà donc le cadre parfaitement posé. On va rentrer dans le détail, dans le vif du sujet à présent avec vous, Véronique Riche-Lorès. Merci d'être avec nous pour jeter un œil sur ces questions d'inflation, parce que effectivement, il suffit d'allumer sa télé pour certains ou d'ouvrir un quotidien économique pour voir tous les chiffres qui s'accumulent à gauche, à droite, d'une rive à l'autre de l'Atlantique. Et tous ces chiffres, on a l'impression qu'ils forcent un petit peu nos banques centrales à prendre les choses en main, et que il y avait un mot qu'on lisait partout qui était celui du pivot de la Fed, et que peut-être un jour on allait atteindre, et là on a l'impression que ça finit par s'éloigner sans cesse, c'est-à-dire que les taux ne vont cesser de remonter. Alors effectivement, le pivot, c'est l'idée que les banques centrales remontent leur taux d'intérêt et qu'à un moment donné, elles vont arrêter, peut-être même revenir en arrière. Et bien évidemment, compte tenu de l'importance de l'influence de la Banque centrale américaine, les yeux étaient rivés sur ce moment-là où la Banque centrale américaine pourrait lever un petit peu le pied. En l'occurrence, les données récentes et les tendances de l'économie d'ailleurs, et des marchés d'ailleurs, qui comptent quand même à la marge, mais qui comptent également dans l'appréciation de ces politiques monétaires, nous indiquent plutôt qu'il y a encore probablement un certain nombre de hausses des taux directeurs à venir du côté américain et par voie de conséquence probablement dans le reste du monde. Alors pourquoi ? Parce que tout d'abord, à chaque fois qu'on a un choc de prix, et les chocs ont été particulièrement importants, ils se sont accumulés à la fois liés à l'épidémie, la paralysie de nos économies, de notre chaîne de production, des pénuries et la guerre en Ukraine. Tout ceci a fait flamber les prix des matières premières dans un premier temps, les prix des biens industriels dans des proportions qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps, en l'occurrence depuis à peu près 40 ans. Et quand vous avez des situations comme celle-là, soit elles durent 15 jours, puis on replie tout, on revient à peu près s'installer sur la tendance précédente, soit elles s'inscrivent dans la durée, comme c'est le cas maintenant depuis pas mal de mois, et elles finissent par infiltrer les rouages de nos économies. C'est exactement ce qu'on observe, c'est ce que les économistes essayent d'analyser en permanence en différenciant les chiffres d'inflation, tout d'abord en éliminant ce qui est extérieur ou exogène, les prix des matières premières, ou peut-être les prix alimentaires, c'est plus difficile parce qu'on sait que quand les prix alimentaires augmentent durablement, ça a des effets très rapides sur les comportements. Donc on élimine tout ça pour regarder ce qui se passe sur les données plus cycliques,
typiquement les services qui sont normalement les secteurs protégés de nos économies. Et là, ce qu'on voit effectivement partout, c'est que l'inflation est en train d'infiltrer effectivement les services. C'était particulièrement notable avec les dernières statistiques américaines. Ça commence à l'être également en Europe, où pendant longtemps on a considéré que l'Europe était dans un cas particulier, que ce n'était pas comparable aux États-Unis, que nous on avait juste un choc de prix exogène. Aujourd'hui, les choses sont en train de prendre une autre tournure. Et c'est normal parce que finalement, les uns et les autres, ménages, entreprises, constatent des hausses de prix qui sont assez généralisées, modifient leur comportement, exigent des rémunérations pour justement compenser, au même titre que l'épargne. On essaye de préserver le pouvoir de l'achat d'épargne et le pouvoir d'achat des salariés. Donc tout ceci crée un environnement presque qui s'auto-alimente et qui nous dit l'inflation est probablement là pour durer un certain temps. Alors, inflation, bête noire des banques centrales. Bête noire des banques centrales qui luttent contre cette inflation en général par la remontée des taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que l'inflation impacte le pouvoir d'achat de la monnaie et que le rôle de la Banque centrale, c'est de protéger la valeur de la monnaie. Donc, si vous avez, comme dans le cas britannique, qui a été l'origine d'une crise récemment, une inflation de 10% et des taux d'intérêt à 2%, il n'est pas surprenant, effectivement, que les investisseurs se vengent sur la livre et que ceux-ci finissent par créer des situations extrêmement tendues. Donc, l'inflation s'est envolée, le mouvement est généralisé, vous pouvez le voir sur cette illustration. La direction est très nette. Bon, elle est un peu écrasée par la représentation graphique. En réalité, on est probablement sur un plateau d'inflation. Mais qui dit plateau ne dit pas forcément résultat suffisant pour que les banques centrales lèvent le pied. D'abord parce que, je le disais, les facteurs exogènes sont certes en reflux, donc on a moins, les prix du pétrole commencent à baisser, un peu moins en Europe, mais globalement, les prix des matières premières influencent moins l'inflation, on a moins de problématiques sur les chaînes de valeur, mais ce que vous voyez sur ce graphique avec la courbe rouge, c'est précisément cette inflation dite sous-jacente qui, elle, reste perchée. C'est assez classique. On l'a expliqué, effet de second tour, sauf que c'est le moment précisément où les banquiers centraux se disent « Ah mais là, si ça perdure, alors, si cette courbe rouge reste dans cette direction, alors on risque d'avoir une inflation durable et dont on aura beaucoup de mal à se débarrasser par la suite. » Donc c'est le moment où effectivement les banques centrales vont redoubler de vigilance. Elles redoublent d'ailleurs de vigilance depuis le début de l'été, ce qui a occasionné un certain changement de leur posture, de leur communication, avec en tête l'idée de dire, enfin en tête, comme objectif, le constat que s'il y a inflation, c'est qu'il y a des équilibres entre l'offre et la demande. C'est qu'il y a trop de demande par rapport à l'offre. Alors soit on a les moyens de stimuler l'offre, c'est ce qu'on espère tous, c'est ce dont on aura besoin, mais ça prend du temps. Ça prend d'autant plus de temps que l'environnement est extrêmement compliqué, avec des changements de paradigme, à la fois environnementaux, etc., que les décisions d'investissement ne sont pas aussi faciles que ça à prendre. Et eh bien, si on n'arrive pas à améliorer l'offre, il va falloir réduire la demande, la croissance de la demande. C'est l'objectif des banques centrales, aujourd'hui affiché. La Banque d'Angleterre nous l'a affiché dès le printemps, elle paraissait très provocante dans sa posture, et finalement la Banque centrale américaine l'a suivi et la Banque européenne suit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques centrales veulent ralentir la croissance. Comme la croissance est très faible, ça va de pair effectivement avec des prévisions probablement de récession, ou en tout cas des risques accrus de récession, jusqu'à ce que finalement cette inflation sous-jacente lâche du lest et se retourne. Mais justement, enfin, il y a quand même une question qui peut être sous-jacente à toute cette belle démonstration, c'est de se dire, est-ce que finalement le remède ne peut pas tuer le malade? Est-ce que finalement le remède ne va pas être pire que le mal? Alors c'est bien une critique ou en tout cas une source d'interrogation fondamentale. À quoi correspondent ces politiques? En réalité, on sait aussi que cette inflation, au démarrage, était surtout exogène et que ce n'est pas en remontant les taux d'intérêt qu'on va faire baisser ou qu'on va remplir les gazoducs, par exemple, ou assurer les besoins d'énergie à travers le monde et particulièrement en Europe. Donc c'est assez difficile, effectivement, de comprendre quel est l'objectif de ces politiques-là. En réalité, on a dans les politiques, les pratiques monétaires, une influence directe sur l'argent en circulation.
quand vous remontez le niveau des taux d'intérêt, quand la Banque centrale relève les taux d'intérêt, ça a pour but de faire moins de croissance du crédit et donc de réduire la masse des liquidités après plus d'une décennie au cours desquelles les banques centrales ont fait exactement l'inverse. Elles ont inondé le marché mondial de liquidités. Probablement qu'une bonne part de l'inflation actuelle vient également de cet excès de liquidité. Donc il faut ajuster le montant des liquidités. Mais en ajustant la quantité de liquidités, bien évidemment, on fait encourir un risque financier avec des actifs, pas seulement financiers d'ailleurs, des actifs immobiliers également, qui ont considérablement profité de cette période de bas niveau des taux d'intérêt et d'argent très abondant à travers le monde, hein, ce n'est pas seulement en Occident. Et aujourd'hui, il faut arriver à rééquilibrer la chose. C'est un exercice extrêmement périlleux, parce que sinon on pourrait dire mais les banques centrales doivent remonter leur taux à 5 ou 7%, et puis voilà, il faut qu'elles le fassent maintenant, tout de suite, pour casser cette inflation. C'est absolument impossible sans désastre financier, sans faire encourir des risques bien plus importants. Donc on y va assez rapidement malgré tout. Hein. Vous voyez que c'est par à-coup d'1,5 point ou 0,75% de hausse des taux à chaque fois, ce qui est déjà historique comme mouvement, mais on est obligé d'aller graduellement. Et peut-être d'ailleurs que c'est du système financier ou des fragilités financières que viendront les hauts-là. Hein, puisque effectivement on voit des marchés devenir de plus en plus fragiles, avec notamment le rôle particulier des taux de change dans cette dynamique. Le dollar s'est envolé. On voit notamment que c'est pour ça que la Banque centrale européenne est obligée de suivre quasiment à marche forcée la cadence imposée par la Fed. Exactement, c'est le point d'arrivée actuel, et la Banque centrale européenne n'est pas la seule. C'est que le dollar s'est envolé parce que la Banque centrale américaine a pris un peu d'avance, et que le dollar reste une monnaie de réserve quand même, et un peu d'avance sur ses partenaires, et que finalement la plupart des devises, donc c'est une appréciation de 22% du taux de change moyen du dollar, hein, ce qui est considérable en un an. Le dollar s'est apprécié également donc, contre l'euro d'à peu près 15%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on paye déjà des matières premières à un prix relativement élevé dans le contexte actuel, mais qu'il faut rajouter 15% de dépréciation de l'euro contre le dollar, puisque ces matières premières sont facturées en dollars. Donc c'est à la fois un risque d'inflation importée additionnelle et de turbulence, de perte de confiance dans les monnaies, en particulier la monnaie européenne, notamment à un moment donné où les deux piliers de la force de la monnaie unique qui ont fait que l'euro a été considéré comme une réserve de valeur, une monnaie de sécurité si on peut dire. Ces deux piliers qui étaient les excédents très confortables de l'Allemagne et là, quelque part la garantie d'une absence d'inflation. Le fait est que la BCE a été construite sur les bases de la Bundesbank, qui était le temple de la lutte contre l'inflation. Ces deux piliers, aujourd'hui, sont très impactés, bien évidemment, par la crise, ont disparu. Donc un risque de baisse de l'euro que la BCE commence à surveiller comme le lait sur le feu, d'autant plus après la crise britannique, où on a vu un processus un petit peu... alors, on ne veut surtout pas se comparer au Royaume-Uni. Hein, non, mais n'empêche que ça doit servir aussi un peu de base de réflexion, d'apprentissage. Comme un avertissement de ce que peut signifier le risque de change. Et je crois qu'on l'avait oublié. On l'a oublié après quasiment 20 ans, 30 ans de stabilité des changes, hein, où les fluctuations étaient très faibles. Et tous ces nouveaux risques réapparaissent. Alors je dis nouveaux risques, en fait, c'est des choses qu'on a connues il y a 40 ans. Hein. Il y a inflation, envolée des taux d'intérêt, crispation, volatilité des taux de change, sauf qu'on avait complètement oublié. Et tout ceci est effectivement en train de revenir, de forcer quelque part la Banque centrale européenne et bien d'autres à suivre ce que fait la Banque centrale américaine, c'est-à-dire à remonter leur taux d'intérêt également pour, de concert d'ailleurs, essayer de contrer l'inflation. Bon, il y a les taux, mais il y a aussi tout ce qui est la masse énorme de liquidités. Et oui, masse énorme de liquidité. Vous avez une petite représentation sur la gauche ici où on voit comment le taux de liquidité mondial a évolué ces dernières décennies. Et effectivement, il a évolué de manière constante depuis la crise de 2008 d'ailleurs, à la hausse, plus rapidement. C'est-à-dire que la liquidité a augmenté plus rapidement que le produit intérieur brut mondial, mesuré à prix courant, en dollars, etc. Et là où probablement on est allé trop loin,
ce qui était sans doute d'ailleurs déjà le cas avant, mais où on est allé beaucoup plus loin, c'est au moment de la crise du Covid, où effectivement, face au choc économique, les banques centrales ont ouvert les vannes. On s'est même un petit peu moqué de la Banque centrale américaine à l'époque qui rachetait à peu près tout, tout ce qui existait comme actif, pour limiter les risques. Et de concert ou simultanément, vous avez eu des politiques budgétaires qui, elles, ont été également très actives. Et finalement, les deux piliers de la politique économique ont de concert probablement provoqué ce choc inflationniste, parce que les banques centrales, ça fait un moment qu'elles injectent des liquidités sans que ce soit inflationniste, précisément parce que les politiques budgétaires étaient plutôt restrictives. Là, on a tout lâché pour sauver la mise face au Covid et aux risques très conséquents, effectivement, qui étaient assortis. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, si on veut revenir à quelque chose de plus normal, d'abord, on ne sait pas où est la norme. Ça, c'est la première chose. On va l'approcher au fur et à mesure des craquements, probablement financiers, et ça servira de guide, comme en économie, on tâtonne. Mais vous voyez l'extrême relation entre un indicateur de valorisation des actions américaines, le Q de Tobin, qui compare la capitalisation aux actifs nets des entreprises américaines, et l'évolution des liquidités. Donc, on comprend bien que si on doit faire le chemin inverse pour contrer l'inflation, cela aura un coût sur les valorisations, la valorisation des actions bien évidemment, mais pas que. Les actions, le marché des actions n'est pas du tout le seul à avoir profité de cette manne d'excès de liquidité pendant des années. On regarde notamment de très près ce qui se déroule en termes de financement des entreprises, que ce soit du côté du crédit corporate, le financement classique, ou du private equity également, qui sont deux pans de marché qui ont beaucoup bénéficié effectivement de l'afflux de liquidités ces dernières années. Donc ça veut dire que, peut-être pas quoi qu'il arrive, mais les banques centrales vont garder le cap et on va être sur un mécanisme de hausse de taux de toute façon. Elles ne peuvent pas capituler. Alors, elles poseront peut-être, elles redeviendront peut-être plus prudentes en fonction de l'environnement financier, parce qu'elles peuvent naturellement pas prendre le risque d'une correction trop massive. Et c'est toute l'ambiguïté. Mais fondamentalement, on a parlé de la hausse des prix des matières premières, des effets ponctuels qui semblent expliquer cette résurgence inflationniste. On a aussi en tête que dans le contexte en présence, extrêmement chahuté, bouleversé du point de vue de ses fondamentaux, les sources d'inflation ne se résument pas à celles qu'on a évoquées. En fait, elles sont extrêmement nombreuses. Prenons la problématique environnementale, tout simplement, l'idée d'avoir à relocaliser un certain nombre de productions pour tout simplement être plus en phase avec nos impératifs environnementaux. Cette relocalisation, on le sait, sera coûteuse. Dans le meilleur des cas, si on arrive à substituer de la production locale à ce qu'on importe d'Asie, essentiellement d'ailleurs, ce sera un coût supplémentaire. On le sait également qu'il y a un certain nombre de taxes qui vont naître pour forcer cette convergence, cette conversion vers un environnement plus soutenable. Et puis, en trame de fond de tout cela, il y a également un processus de vieillissement de nos populations qui s'accélère grandement. Alors, on sait que l'Europe vieillit, on ne le sait que trop, mais nous ne sommes pas que les seuls à vieillir. Et quand l'Asie, qui est devenue l'usine du monde de biens manufacturés, vieillit à peu près aussi rapidement que ce qu'on envisage pour l'Europe, alors se pose la question effectivement de la capacité de cette région du monde à continuer à fournir le reste du monde en produits manufacturés. Et vous voyez que ce thème du vieillissement qu'on a souvent assimilé à une thématique déflationniste, tout d'un coup, change de nature et nous met plutôt sur la voie d'un risque de pénurie additionnelle, ou en tout cas de raréfaction par rapport à d'où on vient. Et ça, c'est plutôt inflationniste. Donc, finalement, beaucoup d'éléments, effectivement, que les banques centrales sont en train de découvrir au fur et à mesure, comme tout un chacun d'ailleurs, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on prend conscience d'un environnement beaucoup plus complexe et fondamentalement, probablement, durablement plus inflationniste, effectivement, avec ses hauts et ses bas, mais c'est la direction qui aujourd'hui semble dominer. Mais donc une page sait ou se tourne ? Manifestement, on a parlé, les économistes ont souvent qualifié les 30 dernières années de période de grande modération.
cette grande modération, c'était la période d'abondance, où les prix des biens baissaient, les frontières s'ouvraient. On avait par ailleurs un contexte de dividende de la paix qui était très favorable. L'épargne mondiale s'est considérablement accumulée. Comme vous avez beaucoup d'épargne, vous avez beaucoup de capital. Le coût du capital baisse, les taux d'intérêt ont baissé. Et les cycles économiques, de fait, se sont beaucoup amortis, se sont prolongés. Alors, on a eu des crises qui sont venues ponctuer tout ceci, notamment en 2008. Mais dans l'ensemble, c'était cette idée ou cette image d'une grande modération qui est finalement de moindre risque, y compris pour l'investisseur ou l'épargnant, qui aujourd'hui semble effectivement en train de se tourner avec le retour d'une très grande volatilité, d'abord de l'inflation, secondo économique, deuxièmement des taux d'intérêt, et finalement sur fond de friction ou d'incertitude, en tout cas géopolitique, également majeure, qui interfèrent sur les marchés des capitaux mondiaux. Donc oui, la page, semble-t-il, de la grande modération de ces 30 dernières années a été tournée un petit peu brutalement cet été, effectivement, et on va vers quelque chose sans doute beaucoup plus instable, beaucoup plus incertain pour les années à venir. Merci beaucoup Véronique. Véronique Riche-Flores, donc pour Riche-Flores Research. On voit bien que cette thématique de la hausse des prix, de l'inflation, elle est au milieu de toutes les préoccupations. On a aussi une partie de cette thématique, Ségolène Rock, qui déborde sur un phénomène, un marqueur de calendrier, c'est le budget, le projet de loi de finances qui est en plein parcours parlementaire, et notamment l'inflation va jouer aussi son rôle, parce que là, pour le coup, c'est acquis quoi qu'il arrive, il y aura une revalorisation du barème. Alors, c'est acquis. Rien n'est acquis, en réalité, même s'il y a des fortes probabilités qu'en effet, cette mesure de revalorisation du barème soit confirmée. En tout cas, vous voyez à l'écran le calendrier théorique d'adoption de la loi de finances pour 2023. Aujourd'hui, chacun sait qu'il risque fortement d'être bousculé par l'application que va faire le gouvernement de l'article 49.3 de la Constitution. Alors, il n'est pas intéressant de rappeler que dans ce cadre-là, le gouvernement peut choisir soit de voter définitivement son projet de loi de finances initial, tel qu'il a été présenté fin septembre en Conseil des ministres, ou d'y intégrer certains amendements de son choix, que ces amendements aient été ou non votés. Voilà, donc un suspense tout relatif, bien entendu sous réserve qu'une motion de censure soit votée et qui conduirait à la dissolution du Parlement. Ça, ce serait la bombe atomique. Bon, malgré tout, donc, il y a cette revalorisation et puis il y a des mesures qui vont s'appliquer. Alors là, on est dans la poursuite du premier quinquennat de M. Macron, donc il n'y a pas de mesures phares patrimoniales, en tout cas pas aujourd'hui, qui ont émergé. Il y a évidemment énormément de discussions et d'amendements déposés. La mesure la plus emblématique, en effet, et qui a toutes les chances de se confirmer, c'est la revalorisation du barème qui va concerner tous les contribuables, en tout cas ceux qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu. Donc on a fait vous voyez à l'écran quelques illustrations chiffrées pour donner une idée de l'impact et de l'économie d'impôt que ça pourra représenter. Pour un couple qui déclare sans enfants 60 000 euros de revenus par an, c'est une économie qui sera de l'ordre de 600 euros, un peu plus. Et puis pour un couple qui a 2 enfants avec des revenus au global du foyer de l'ordre de 100 000 euros, c'est une économie d'impôt qui ira au-delà de 800 euros. Voilà, donc ça c'est pour la revalorisation du barème. Après, on a, d'ici la fin de l'année, il y a 2 mesures qui s'appliquent aujourd'hui et qui vont s'arrêter à la fin de l'année, donc il est important de souligner. Il y a une première mesure qui a été votée dans le cadre de la loi pour le pouvoir d'achat cet été et qui permet à des salariés de débloquer de façon anticipée 10 000 euros, jusqu'à 10 000 euros de leur épargne salariale, sans être imposés à l'impôt sur le revenu ou aux cotisations sociales, à condition qu'ils dépensent cet argent dans la foulée. Voilà, donc ça c'est une mesure à avoir en tête. Il va falloir garder ces tickets de caisse. Alors il faudra garder ces tickets de caisse, mais en tout cas c'est bien quand même de connaître cette mesure, parce que si on a besoin d'argent pour faire une dépense, ça sera toujours une mesure à privilégier plutôt qu'un rachat fiscalisé sur un contrat d'assurance vie, qui plus est où on pourrait perdre avec les tickets de caisse, mais c'est juste qu'effectivement il n'y a pas de procédure à faire, mais il faudra être capable de justifier la dépense. Et voilà, la procédure c'est de conserver ces tickets de caisse. Ouais.
L'autre mesure, c'est une mesure qu'on a un petit peu oubliée parce qu'elle date maintenant. Elle avait été créée dans le cadre de la loi Pacte et de la création du PER, justement. Pour favoriser le développement de ce PER, on a la possibilité de transférer une partie de ces avoirs qui sont sur un contrat d'assurance vie de plus de 8 ans vers le PER. Donc ça, c'est une mesure qu'il faut connaître aussi, sur laquelle il faut se faire accompagner et qui peut être tout à fait opportune pour des gens qui ont des contrats, de vieux contrats dont le rendement n'est pas performant ou qui sont investis, comme évoquait tout à l'heure Thibault, dans le cadre du fonds en euros, donc avec potentiellement de la perte de pouvoir d'achat. Donc cette mesure permet de sortir de l'assurance vie en bénéficiant d'un doublement des abattements pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Donc concrètement, on peut sortir potentiellement sans impôt sur le revenu, et puis si on a une bonne partie investie sur le fonds en euros, on peut aussi sortir sans prélèvements sociaux, donc une absence d'impact fiscal. Et dans la foulée, on réinvestit cet argent-là dans un PER en bénéficiant en revanche là de la déduction fiscale propre au PER, sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Oui, on va revenir sur la retraite. Ces deux-là, elles ont une date de péremption courte. Hein. Fin d'année. Donc il ne faut pas traîner en route. Bon, on reviendra effectivement tout à l'heure sur les questions de retraite. Auparavant, Thibault Cosnet, on va essayer de dériver de la brillante démonstration de Véronique Riche-Flores sur un peu nos placements, notre patrimoine, ces questions d'inflation, quel impact ça a, notamment sur l'épargne. Comment on peut appréhender tout ça aujourd'hui ? Déjà, en faisant quelques calculs bêtement mathématiques, ceux que j'ai illustrés tout à l'heure avec le couple, avec des livrets A et des liquidités, puisqu'aujourd'hui, on s'aperçoit que même le placement lambda, c'est-à-dire sans risque pour un contribuable français qui est la dette française, malgré la hausse de taux que Véronique évoquait tout à l'heure, l'OAT est, à l'heure où nous parlons, aux alentours de 2,80, 2,90, 3%, mais l'inflation est toujours à 5,60 et il est probable qu'avec la disparition progressive des boucliers tarifaires sur la fin d'année, cette inflation remonte en France. Donc vous voyez l'illustration ici, l'OAT est un placement avec lequel, l'OAT française, sans risque, est un placement avec lequel on perd 3% de pouvoir d'achat par an, 2,5%. Et donc ça, c'est quand même extrêmement vicieux, entre guillemets, parce qu'on ne le voit pas. Autant la volatilité du CAC 40, on la voit, on la subit un petit peu au quotidien. L'effet d'érosion du pouvoir d'achat sur l'épargne, on ne la sent pas, on la sent difficilement. Et en plus, Véronique l'évoquait, ça peut durer, on peut avoir une inflation durablement plus haute au cours des 10-15 années à venir que celle que nous venons de connaître, puisque en moyenne, selon mon calcul, peut-être Véronique aura un calcul légèrement différent, mais au cours des 15 dernières années, l'inflation en Europe en zone euro, était inférieure à 1,5%, était à 1,2% en moyenne, je crois, sur les 15 dernières années, c'est-à-dire en dessous de la cible de la Banque Centrale Européenne. Là, on est au-dessus, mais n'oublions pas que cette inflation, elle va aussi, je pense que personne dans les pouvoirs publics, on ne le dit pas, mais aujourd'hui, une inflation supérieure au taux auquel l'État français se finance, ça permet de grignoter progressivement le poids de la dette sur les finances publiques sans trop augmenter les impôts. Alors ni déficit ni hausse d'impôts, peut-être l'inflation est une des solutions, mais effectivement, dans le même temps, il y a un ralentissement économique qu'évoquait Véronique. Mais en sortant de cette vision un petit peu liée à la conjoncture 2022-2023, sur ce graphique ici, on voit l'illustration de l'effet de l'érosion monétaire sur des stratégies d'épargne de longue période. Je l'évoquais tout à l'heure, on est des gestionnaires d'épargne de moyen long terme, on est là pour proposer des solutions d'épargne qui sont en adéquation avec vos problématiques, mesdames, messieurs. En général, elles sont des problématiques de long terme. C'est des problématiques liées à la retraite, à la transmission, au financement de la dépendance. Et effectivement, l'allongement de la durée de vie fait qu'on a toujours tendance à négliger l'horizon patrimonial avec lequel il faut raisonner ces stratégies. On voit que sur 15 ans, sur 20 ans, ne serait-ce que perdre 2% de pouvoir d'achat par an, ça peut grignoter entre 1 tiers et 40% de la capacité de consommation de l'épargne accumulée et placée. Et donc, c'est vraiment quelque chose dont il faut être pleinement conscient aujourd'hui.
On évoquait tout à l'heure le fait qu'il y a un vrai changement de braquet d'un point de vue politique, économique, géopolitique, d'instabilité. Et effectivement, cette instabilité elle va aussi avoir des impacts non nuls sur les stratégies d'épargne, d'où cette année, cette fin 2022, qui est vraiment une période charnière probablement pour bon nombre des structures patrimoniales. Vous avez évoqué, Thibault, le fonds euro, effectivement, qui fait partie du bon bagage patrimonial de l'épargnant français. Il y a aussi un vrai goût pour la pierre, qu'elle soit en dur ou en papier, enfin l'immobilier au sens le plus large. J'imagine que ce contexte inflationniste, il change aussi un peu la façon dont on aborde cet immobilier, dont cet immobilier est impacté. Oui, alors là, je suis d'autant plus convaincu de cela que je vois avec un peu d'inquiétude de temps en temps quelques analystes qui considèrent que l'immobilier est un bouclier idéal contre l'inflation. Sur longue période, les loyers, oui, sont revalorisés en général de l'inflation et donc peuvent arriver à constituer du revenu, mais la valorisation instantanée de l'immobilier, il s'ajuste non pas de l'inflation, mais de l'effet très important de la hausse de taux qui est en cours, qui va se poursuivre. Ici illustré la parfaite inversion entre le pouvoir d'achat immobilier et le niveau des taux d'intérêt. Quand les taux d'intérêt baissent, le pouvoir d'achat immobilier monte, parce que justement on rembourse moins d'intérêt et plus de principal, donc on peut emprunter plus. Et c'est totalement mécanique inverse. Quand les taux d'intérêt montent, les taux d'intérêt sont en train de monter. Même le président de la Banque de France estime qu'à la fin de l'année, le niveau des taux de crédit immobilier en France devrait converger vers quelque part aux alentours de 3% en moyenne, sachant qu'on vient de 1% au début de l'année. Et ici, vous le voyez représenté, selon le simulateur qu'on peut trouver sur n'importe quel site, et en particulier celui de Bercy, au 1er janvier, pour une mensualité de remboursement de 1 000 € sur 20 ans, on pouvait emprunter, grâce au taux d'intérêt de 1% à l'époque, 217 000 €. À la fin de l'année, si les prévisions de la Banque de France sont réelles, c'est-à-dire un taux d'intérêt qui converge à 3%, eh bien on ne pourra emprunter avec ces 1 000 € de remboursement mensuel que 180 000, c'est-à-dire 37 000 € de moins, et grosso modo 17%. Et là, on retrouve cette sensibilité au taux d'intérêt du marché immobilier, c'est-à-dire que quand les taux d'intérêt montent de 1%, l'immobilier a tendance à baisser de 8 à 9%. Le contexte est effectivement à la hausse de taux. Le contexte aussi de ralentissement économique sera aussi un bon prétexte pour les banques de reconstituer les marges de crédit dans les financements immobiliers. Donc attendons-nous quand même aussi à une baisse de l'immobilier. Ce n'est pas forcément que des bonnes nouvelles, mais vous l'évoquiez, Cédric, l'immobilier représente quand même plus de 60% du patrimoine des ménages français. Alors je ne dis pas qu'il faut vendre sa résidence principale, mais quand on a fait des investissements immobiliers au cours des 10, 15 dernières années, 20 dernières années, poussés par des dispositifs fiscaux incitatifs, il peut être le moment de regarder aussi si le poids de cet immobilier dans son patrimoine n'est pas un petit peu excessif, compte tenu du contexte dans lequel nous rentrons. Donc on a dit un mot de l'assurance vie, enfin du fonds euro, on a dit un mot de cet immobilier, puis il y a les marchés aussi. Alors effectivement, on les commente, en tout cas de mon côté, au quotidien en regardant les turpitudes du CAC 40, mais il n'y a pas que ça. Enfin, comment on saisit le marché aujourd'hui? On se met tout en valeur défensive, on prend aucun risque, on se fait une grosse poche de poudre au sec. Enfin, comment on regarde, on prend pied un petit peu sur ce marché à l'heure où les prix s'envolent? Il est évident que, compte tenu du contexte évoqué par Véronique tout à l'heure, les vents sont globalement assez contraires sur les marchés. Ralentissement économique, hausse de taux, inflation, contexte géopolitique instable. Ce n'est pas forcément le moment le plus simple pour naviguer sur les marchés financiers. Néanmoins, il faut se méfier de ces nerfs. Il faut se méfier de ces nerfs et en particulier se rappeler ce qui est illustré sur la diapositive qui s'affiche actuellement, c'est-à-dire ce que j'appelle le biais de la finance comportementale, avec une parfaite corrélation entre les niveaux des marchés financiers et les investissements des Français en bourse. Il ne faut ni euphorie ni panique. Et, il y a toujours des opportunités à saisir sur les marchés, particulièrement en ce moment, la hausse de taux et le ralentissement économique fait retrouver du rendement sur la planète obligataire qu'on n'avait pas connu depuis plus de 10 ans. Donc il peut y avoir des choses à faire dans le temps à venir sur les marchés obligataires, sur les dettes d'entreprise par exemple. On peut trouver des obligations de bonne qualité qui rémunèrent des taux tout à fait raisonnables, en tout cas qu'on n'avait pas vu depuis 2011 de ma mémoire. Et aussi sur les marchés boursiers, quand on a des investissements en bourse et qu'on les a faits il y a quelques années, il ne s'agit absolument pas de tout brader. Il faut gérer de manière certes opportuniste ces placements, avoir potentiellement un peu plus de poudre au sec, comme vous l'évoquiez dans le contexte actuel,
Mais absolument pas de panique. En tout cas, il y a un ajustement. Il n'y aura pas forcément, en tout cas, on n'a pas aujourd'hui de certitude sur le fait que la récession sera trop profonde ou pas, parce qu'il y a effectivement des gouvernements qui soutiennent un petit peu la croissance, il y a de l'épargne. Mais en tout cas, aux conservateurs, globalement, on n'aime pas trop dépendre de choses qu'on n'est pas capable de maîtriser. Et bien malin est celui qui aujourd'hui peut prédire ce qui peut se passer à horizon 3 mois, 6 mois, 1 an, en fonction du calendrier géopolitique de nos turbulents voisins, de ce qui peut se passer sur d'autres marchés. Et donc, on aime bien des solutions robustes qui permettent aux épargnants de valoriser au long cours leur épargne sans avoir à choisir leur camp, entre guillemets. Et en assurance vie, alternativement au fonds en euros, parce qu'effectivement le fonds en euros est durablement probablement un outil qui peut gréver le pouvoir d'achat de l'épargnant sur long terme. En revanche, alternativement, il existe les unités de compte. Et les unités de compte, aujourd'hui, on se dit, bon, est-ce que c'est le moment de rentrer en bourse compte tenu de tout ce que Véronique vient de nous évoquer et du panorama un peu gris que je suis en train de dessiner? Eh bien, potentiellement, oui, grâce à un petit peu d'ingénierie financière, à des solutions que nous appelons conservateurs double opportunité, qui permettent de ne pas choisir son camp. C'est-à-dire que si la bourse monte dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, on a le gain de la bourse limité à plus 30, plus 35, plus 40%, ce qui est quand même un taux de rendement de plus de 5% annualisé, ce qui est parfait. Et en revanche, ce qui est plus original sur double opportunité, c'est que si la bourse, malheureusement, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, est en baisse, on a la capacité, via ce type de stratégie, de transformer la baisse en gain financier. Admettons, dans 7 ans, vraiment, patatras, rien ne va, la bourse est à moins 40. Via double opportunité, le moins 40 se transforme en plus 40. Donc, pour une partie de diversification de son contrat d'assurance vie, de son contrat de capitalisation, de son PER, de son contrat d'épargne retraite, il y a quand même des stratégies qu'on peut arriver à maîtriser grâce à un petit peu d'ingénierie financière. Et justement, le contexte financier aujourd'hui permet de faire de la difficulté actuelle une vraie opportunité. Et puis, vous nous connaissez, mesdames, messieurs, Cédric également, vous nous connaissez, on a quand même une solution originale. C'est ça, une particularité maison. Une particularité maison dont nous sommes très fiers. Un plat signature. Un plat signature, appelons-le comme ça, dont nous sommes très fiers, qui s'appelle la tontine financière et qui, du haut de ses 370 ans d'histoire financière, puisque l'année prochaine, ça fera 370 ans que Lorenzo Tonti a proposé à Mazarin un produit pour renflouer les caisses du Royaume de France. Ça fait plus de 370 ans que ce produit existe. C'est une opération d'épargne la plus ancienne qui existe en Europe et qui est parfaitement adaptée à l'environnement de volatilité des marchés financiers que nous connaissons aujourd'hui, où il peut se passer beaucoup de choses à court terme, quand on est un épargnant prudent et qu'on veut préserver son pouvoir d'achat. Puisque la gestion financière des tontines, là je reste juste sur une petite lorgnette financière, mais la gestion financière des tontines permet d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la puissance des marchés financiers les plus performants sur longue période, les actions, le private equity, donc le capital investissement, l'immobilier, et une sécurisation progressive des placements à l'approche du terme, ce qui évite de se prendre un peu les pieds dans le tapis quand on a besoin de sortir de l'argent de son contrat d'assurance vie, que malheureusement, patatras, la bourse a fait moins 25, c'est désagréable. Sur la tontine, on n'a pas du tout ça. C'est comme tendance à prendre une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un avion de ligne qui fait Paris-New York, qui est à haute altitude, plein moteur, sans turbulence pour l'essentiel du vol, pour arriver vite. Et à l'approche de l'aéroport, on descend, on réduit la vitesse, on réduit l'altitude et on limite le risque sur la fin de vie du placement, la fin du vol. Et c'est ce qui permet d'avoir entre 3 et 5% historiquement de gains de pouvoir d'achat sur longue période pour un épargnant patrimonial prudent qui souhaite diversifier son épargne. Et ce graphique-là, il a le bon goût de pouvoir vous rappeler, mesdames, messieurs, que les tontines existant conservateurs depuis les années 1844, les tontines qui sont arrivées à échéance dans les années 1990, elles avaient donc été créées en 1970. La dernière période de forte inflation que nous avons connue en France, c'était 1973-1985. Donc les tontines qui sont sur ce graphique-là, 90, 91, 92, elles avaient donc connu ces années de forte inflation. Tendance à dire ce qui a fonctionné dans les années 90 peut très bien fonctionner dans les années 2030. Et si je veux avoir la chance de pouvoir préserver mon pouvoir d'achat en complément d'autre chose, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer les produits, il faut avoir de la bourse, du PEA, il faut avoir de l'épargne retraite, il faut avoir de l'assurance vie, enveloppe universelle, on peut avoir un peu d'immobilier, il n'y a pas de débat. Mais cette solution-là, elle est originale, c'est effectivement le plat signature du conservateur, mais je pense que malgré son grand âge, ce produit est remarquablement adapté au contexte que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez parlé de retraite, c'est-à-dire que vous ne voulez pas que j'aie à travailler, hein.
Donc vous ne voulez pas que je relance Ségolène parce que vous l'avez fait vous-même. Oui, la retraite, c'est important, d'autant qu'en plus, ces temps-ci, on a d'abord la réforme des retraites qui pointe le bout de son nez, et puis un joli gâteau avec 3 bougies, le 3e anniversaire du PER. Alors qu'est-ce qu'on peut se dire en rentrant dans ce monde significatif et important des retraites, Ségolène ? Alors d'abord faire 2 constats. Je crois que les débats actuels au Parlement nous rappellent que le contexte juridique et fiscal est extrêmement mouvant, évolutif. En clair, on avance aussi sur le plan de la fiscalité en terre inconnue. Deuxième constat qu'on se fait tous les jours, c'est l'allongement de la durée de vie. Mais pour en prendre bien la mesure, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, la majeure partie des personnes de 60 ans ont une espérance de vie supérieure à 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des gens de 60 ans aujourd'hui qui vont vivre au-delà de 90 ans. Donc, il est très important, partant de ces 2 constats-là, d'être prudent, d'être accompagné, d'être conseillé, et puis de diversifier ce que Thibaut Cosnet évoquait tout à l'heure, évidemment, diversifier les actifs, mais aussi diversifier les enveloppes de détention. On va en donner une illustration tout à l'heure. Et diversifier, utiliser aussi les solutions juridiques qui sont à notre disposition, notamment qui sont données par le Code civil, donc les régimes matrimoniaux, les testaments, le démembrement, puisque ça sont des mécanismes qui ont davantage de stabilité que les mesures fiscales. Alors le PER, pour revenir à lui, en effet, le PER a eu un franc succès. Là, en plus, on est dans la bonne période pour faire ses versements, pour avoir sa réduction d'impôt l'année prochaine. Le PER a de nombreux atouts, parfois cachés. Il a des défauts aussi. Donc, il est vraiment important de l'associer à d'autres contrats, d'autres supports. Alors, comment est-ce qu'on met en accord le maximum de dispositifs, le maximum d'options qui nous sont offertes pour être le mieux préparés finalement pour cette période de la retraite? Alors, on a beaucoup de combinaisons possibles et je vais en décrire une tout à l'heure qui est propre à notre maison puisqu'elle associe la tontine. Mais déjà, quelques mots sur le PER. Alors, le PER, en ce qui concerne la fiscalité en cours de vie, il a un gros défaut. Ceux qui se souviennent du moment de sa création, il y avait une déception que le gouvernement soit entre guillemets petit joueur, puisque quand on verse sur un PER, on a donc à l'instant où on verse, avec un décalage d'1 année, cette réduction d'impôt qui est liée au fait qu'on déduit ce qu'on a versé de nos revenus imposables. En revanche, au moment où on prend sa retraite et qu'on est susceptible de racheter, donc retirer l'argent du PER, là, tout ce qui aura fait l'objet d'une déduction fiscale sera imposé au barème de l'impôt sur le revenu. Donc c'est illustré sur le schéma qui apparaît à l'écran. Donc il est important, alors on se dit, on suppose quand même qu'au moment où on verse, on est actif, donc on se dit qu'on a un taux d'imposition plus élevé que quand on sera à notre retraite. Cependant, encore une fois, la fiscalité est mouvante et c'est quand même un pari assez fort à faire. Donc l'important, c'est de capitaliser sur ce dont on dispose aujourd'hui, en fait. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc au moment où je fais mon versement sur le PER, j'ai une économie d'impôt. Il est extrêmement important d'investir cette économie d'impôt au lieu de la dépenser afin de lui donner de la valeur et puis la transformer en patrimoine. C'est davantage sur cet enrichissement-là, nous pensons, qu'on tirera les gains du PER qu'en misant sur une hypothétique baisse d'impôt dans 20 ou dans 30 ans. On sait de quoi est fait aujourd'hui, on ne sait pas de quoi sera fait Exactement. demain. En plus, ça peut bouger. On Tout a à généralement un petit peu l'habitude. Quel autre axe étudier sur ce PER, justement? Alors, il y a l'aspect transmission. Donc, c'est important de rappeler que le PER, en tout cas le PER au conservateur, il prend la forme d'un contrat d'assurance vie, donc avec le bénéfice de la désignation du bénéficiaire. On désigne qui on veut comme bénéficiaire, on peut changer la clause au fil du temps. Ensuite, sur le plan fiscal, c'est une fiscalité qui évoque un peu l'assurance vie, qui peut lui ressembler si on décède avant 70 ans. Mais on a vu qu'on avait de fortes chances de décéder plutôt après 70 ans, et c'est ce que je nous le souhaite à tous. Et dans ce cas, là, les capitaux réintègrent le calcul des droits de succession, donc sont susceptibles d'être imposés aux droits de succession. Voilà, donc ça c'est un autre, on va dire, défaut du PER qu'il faut connaître justement pour pouvoir le pallier.
Donc voilà, on s'est tout dit sur ces deux sujets-là. Est-ce qu'on fait le medley, la formule magique avec la tontine? Exactement. Donc le fait de mixer des enveloppes permet en effet de mettre en valeur les atouts de l'un et puis de pallier les défauts de l'autre. Donc nous, on a cette offre distinctive aux conservateurs. Alors avant, peut-être rappeler que la tontine, dont parlait Thibault et qui nous vantait tous ses atouts financiers, c'est également un outil extrêmement efficace pour offrir des revenus complémentaires puisqu'on peut répartir et calibrer les différentes échéances des tontines. Et lorsque la tontine arrive à répartition, on bénéficie de la fiscalité extrêmement favorable de l'assurance vie avec un abattement annuel pour le calcul de l'impôt sur le revenu qui conduit très souvent à récupérer son capital et ses gains sans impôt sur le revenu, et puis des prélèvements sociaux quand même sur les gains. Donc on peut organiser un flux de revenus comme ça sur une durée qui peut aller jusqu'à 15 ans. En souscrivant une tontine, puis une autre une année suivante, puis une autre. Exactement. Exactement. Donc après, la stratégie là, que j'illustre aujourd'hui, mais il en existe énormément, comme on peut imaginer, en mixant l'assurance vie, le contrat de capitalisation, la tontine, parfois la société à l'IS, le PER. Donc là, on imagine aujourd'hui, 2022, d'ici la fin de l'année, je fais un versement sur mon PER. Ça va m'offrir une réduction d'impôt l'année prochaine. À peu près au mois de septembre, je vais bénéficier d'une réduction d'impôt, d'un crédit d'impôt. À ce moment-là, je vais l'investir sur une tontine. Je ne vais surtout pas le dépenser. Donc, comme c'est mon économie d'impôt, ça ne me demande pas un effort d'épargne supplémentaire. Ma vie active se poursuit. Et au moment de la retraite, j'ai mes différentes tontines sur lesquelles j'aurai investi au fil des années mon économie d'impôt qui vont arriver à échéance. Donc j'ai mes revenus complémentaires. Parallèlement à ça, j'ai les capitaux sur le PER qui se sont valorisés. Donc je sais que si j'ai besoin, je peux retirer grâce à... C'est toute la nouveauté de la loi Pacte. Hein. C'est la possibilité maintenant qu'on puisse retirer en capital ce qu'on a versé dans un PER, alors qu'avant, ce n'était qu'une sortie en rente viagère. Et donc, à la sortie, je sais que je peux prendre sur ces capitaux, mais si je ne les utilise pas parce que je n'en ai pas besoin, eh ben, formidable, je peux par exemple désigner mon conjoint survivant comme bénéficiaire. Lui, à mon décès, il percevra les capitaux sans taxe, puisque le conjoint est aujourd'hui exonéré, sans prélèvements sociaux, et puis sans reprise de l'avantage fiscal. Voilà. Et puis je peux transmettre à mon conjoint, mais je peux transmettre aussi à mes enfants, à mes petits-enfants, je calibre comme je le souhaite. Bon, on s'est tout dit ? Pour aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui, c'est pas mal. Bon, écoutez, voilà, donc Ségolène Roch pour l'ingénierie patrimoniale du conservateur, Thibault Cossenet pour l'offre financière et Véronique Riche-Flores. Ils sont aussi tous les trois à votre disposition. Alors, on vous a laissé la possibilité de nous envoyer quelques questions et je ne vais pas vous laisser tranquille pour autant, Ségolène, parce qu'on en a déjà une qui concerne le PER et les enfants. Visiblement, on a proposé ou suggéré à quelqu'un de souscrire un PER pour ses enfants et il est assez surpris parce que plan d'épargne retraite pour ses bambins, ça ne lui semble pas évident. C'est vrai qu'on peut souscrire un PER pour ses enfants ? Alors c'est vrai, à condition, en tout cas dans le cadre de notre PER assurance, que l'enfant ne soit pas âgé de moins de 12 ans. Parce que le Code des assurances nous interdit d'assurer un enfant mineur de moins de 12 ans. La retraite est encore loin tout de Voilà, même. la retraite est loin, donc comme le maître mot aujourd'hui c'est anticiper, pourquoi pas. Alors après, je pense que ça s'inscrit souvent dans des stratégies fiscales, puisque si l'enfant est rattaché à notre foyer fiscal, le fait de verser des sommes sur un PER ouvert à son nom nous profite, puisqu'on déclare avec l'enfant, donc on va déduire de nos revenus les versements qui ont été faits au nom de l'enfant. Alors attention toutefois, si on fait des versements sur un PER au nom de son enfant, il s'agit d'une donation, d'un don manuel. Oui. Donc attention à soit déclarer ce don manuel, soit être sûr qu'il peut s'agir d'un présent d'usage. Et puis, alors dans le cadre de ces stratégies, il y en a qui se disent aussi que leur enfant pourra, le jour où il acquiert sa résidence principale, débloquer. Mais c'est ça. Soit il se retrouve très bien armé pour sa retraite. Voilà. Soit il a besoin d'un peu d'argent au moment où il achète sa maison et c'est un cas de déblocage qui est prévu par la loi. Bon, donc on peut ouvrir des PER pour ses enfants. Question sur les SCPI, Thibault, peut-être. Ce client entend dire que la collecte reste dynamique et il se demande si ce n'est pas un problème au regard de ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai que ça ne se dément pas pour le moment, l'enthousiasme pour les SCPI est toujours là ?
Oui, oui. Alors c'est comme un autre marché qui se développe en ce moment, qui sur l'épargne individuelle, qui est le private equity. Donc on pourra en parler une autre fois, mais la partie SCPI continue à driver pas mal de collectes parce que effectivement, on entend trop souvent que l'immobilier, les SCPI, la pierre papier, c'est une bonne solution pour préserver son épargne en période d'inflation. Donc il ne faut pas oublier les SCPI, ces véhicules financiers qui permettent d'investir dans la pierre pour quelques centaines, quelques milliers d'euros, avec une mutualisation très forte des biens, puisque ces véhicules qui sont très importants détiennent plusieurs dizaines de biens immobiliers, donc il y a une mutualisation des surfaces achetées pour un ticket très modeste. Mais il y a quand même des frottements, hein, les frais d'entrée, les frais de sortie, les frais de gestion, qui sont quand même assez importants, ce qui nous pousse vraiment sur un horizon de détention très long terme. Et n'oublions pas que oui, il y a du rendement sur les SCPI. Il y a deux éléments qui sont liés à la fois au post-Covid et à la fois au contexte actuel de hausse de taux. Post-Covid, on sait que les SCPI sont quand même en général assez investis sur le bureau, le commerce, et on sait que le développement du télétravail, le e-commerce, etc., a tendance plutôt à vider un certain nombre d'immeubles et de commerces de locataires, ce qui n'est pas forcément extrêmement glorieux pour les rendements futurs qui sont basés sur les loyers. Et deuxième point, la valorisation de l'immobilier est quand même liée au taux d'intérêt, comme je l'évoquais tout à l'heure. Les SCPI devant valoriser en valeur de marché les biens qu'elles détiennent, il y aura aussi forcément un ajustement baissier de ce type d'actifs détenus dans les SCPI, avec aussi une problématique de potentiel, je ne le souhaite pas, mais de maîtrise de la liquidité de son épargne quand on veut en sortir. Pour le dernier moment où il y a eu un grippage de la liquidité sur les SCPI est très lointain, puisque c'était post-remontée obligataire de 94, c'était 96, 97, mais à l'époque, il fallait prendre un ticket et attendre que le gestionnaire de la SCPI puisse vendre de l'immobilier dans bonnes conditions pour récupérer sa liquidité. Donc c'est toujours un petit peu insatisfaisant d'être dans ce contexte-là. Donc SCPI, pourquoi pas, mais ce n'est pas la pierre philosophale non plus. D'autant que s'il y a beaucoup de collectes, ça veut dire qu'il faut aussi beaucoup investir et que le QCA ou le prime, comme on dit, n'est pas le marché immobilier n'est pas extensible à l'infini, contrairement aux politiques monétaires qui peuvent driver des liquidités nouvelles et auquel cas trouver des nouvelles opportunités d'investissement. L'immobilier, c'est une quantité finie dans une zone donnée. Donc la collecte a tendance à déformer l'information prix sur ce marché qui est forcément un marché illiquide. Le marché immobilier n'est pas liquide instantanément. Un petit mot peut-être pour Véronique. Italie, Allemagne, Royaume-Uni, c'est la grande fragmentation. Oui, la grande fragmentation, c'est le cas. Alors, Royaume-Uni, on comprend bien. Le Royaume-Uni a choisi de prendre le large. Quel large en période d'intempérie, effectivement, il en subit les conséquences. Aujourd'hui, nous sommes tous, je crois, un petit peu dans l'expectative, en essayant de deviner ce que pourrait, quelle serait la voie que choisira ce pays. C'est très incertain. Et de fait, un contexte qui pourrait dégénérer dans une crise assez improbable ou qu'on aurait considéré comme totalement improbable, même il y a quelques années. Italie, Allemagne, alors tout dépend comment on aborde les choses. D'abord sur le plan géopolitique, on voit que il va falloir être solide quand même pour faire front face à la Russie, aux problématiques énergétiques, c'est pas gagné. Deuxièmement, l'Italie a voté et a voté comme les Italiens l'ont souhaité, ce qui pose quand même, ce qui nous amène à nous interroger sur la capacité de l'Europe à se prémunir contre la montée des extrêmes, sachant que l'Italie n'est pas dans ce seul cas. Et qu'on a déjà vu les problématiques avec la Hongrie et la fragile position de l'Europe finalement. Est-ce que l'Europe va réussir à défendre ses valeurs jusqu'au bout et à quel prix? Ça fait partie des questions. Et je dirais peut-être davantage encore que les questions de financement de la dette italienne qui sont aujourd'hui sous couvert des programmes divers et variés de la Banque Centrale Européenne qui n'a surtout pas envie, en plus de tous les sujets à son agenda, d'avoir à gérer une crise italienne. Et on a l'Allemagne qui pose également énormément de questions, qui est en train de changer.
de paradigme totalement, qui est menacé, qui voit son modèle détruit quelque part, en tout cas tous les idéaux, tout ce sur quoi elle s'était projetée et avait projeté son avenir, qui aujourd'hui est mal en point, l'indépendance énergétique, l'ouverture sur le vaste monde, en particulier en Asie, la Chine et autres, le modèle industriel. Oui, dislocation, beaucoup de sujets en réalité qui vont de pair avec ce qu'on disait tout à l'heure. À grande modération, c'est fini. Il faut se préparer à autre chose sans avoir forcément les moyens d'anticiper ce que sera cette autre chose. Merci beaucoup. Notre petite heure passée ensemble touche à sa fin. Merci beaucoup à tous les trois de m'avoir accompagné. Donc Véronique Riche-Flores pour Riche-Flores Research, Thibaut Cosnet, donc directeur de l'offre financière du conservateur, et Ségolène Roch pour l'ingénierie patrimoniale du conservateur. Merci à tous les trois et bonne fin de journée.